Voilà, allez, c'est bon. Alors, donc ce qu'on avait vu déjà avant les vacances, donc d'une part des généralités sur les réseaux. Alors, j'explique juste un tout petit peu parce que je me suis rendu compte, c'est vrai qu'il y a quand même un petit peu de redondance dans mon cours, mais juste pour vous expliquer, on va dire, la démarche globale. Donc, généralité sur les réseaux, donc je parle des réseaux de manière générale, et évidemment, ici, on parle de certains, parce que TCP/IP, en fait, j'en parle quasiment dans tout le chapitre. Donc, généralité sur le réseau, l'étude d'un réseau particulier qui s'appelle Internet, hein, de manière globale. Et parler d'Internet, c'est évidemment parler de TCP/IP. Et aujourd'hui, donc on s'était arrêté la dernière fois sur les noms de domaine. Et donc aujourd'hui, je vais parler exclusivement de ce qu'on appelle TCP/IP. Ok. Alors, en fait, ce qu'on appelle TCP/IP, c'est un ensemble de logiciels. Alors après, je l'expliquerai. Un TCP, c'est le nom d'un protocole. IP, c'est le nom d'un protocole. Mais quand on dit TCP/IP, en fait, c'est un ensemble de logiciels. Donc, développés au fil des années, à partir des années 70, on va dire déjà, euh, qui constitue un langage universel de communication informatique à travers le monde. Alors, pourquoi un langage universel, si vous voulez? L'objectif, c'est que TCP/IP, je répète, hein, c'est en fait la manière dont tous les ordinateurs vont communiquer les uns avec les autres au travers des réseaux. Et tous les ordinateurs, au moins personnels, ont justement TCP/IP en général. C'est quand vous avez une carte réseau sur votre ordinateur, à l'intérieur sont déjà installés justement les codes, si vous voulez, de ces deux protocoles. Ok. Alors, historiquement, justement, les réseaux, donc j'en avais déjà parlé la dernière fois, mais je vous rappelle que la naissance d'Internet, et donc c'était ARPANET, l'objectif était intimement lié, on va dire, au contexte de guerre. Et donc, l'objectif primaire, c'était de pouvoir continuer à communiquer, y compris si une partie justement des infrastructures était par exemple bombardée. Voilà, donc c'est le genre de choses-là. Il y a énormément de motivations, on va dire, dans les réseaux qui sont liées malheureusement en fait au contexte justement des guerres. Donc l'objectif en fait au début c'était donc d'avoir une bonne reprise après un certain nombre de pannes. Donc la capacité à gérer un taux élevé d'erreurs. Alors ça je rappelle que quand vous faites transiter des informations à l'intérieur de câbles, vous avez en fait des pertes. Voilà, vous avez des pertes, il y a des bits tout simplement qui ne sont qui étaient à 0 ou 1 et qui sont modifiés comme ceci parce qu'on utilise des principes physiques et dans la vraie vie, on va dire, tout ne se passe pas parfaitement. Et donc, un des objectifs, c'est de pouvoir justement gérer un taux élevé d'erreurs et pouvoir corriger justement les erreurs éventuelles. Donc une faible surcharge des données, ça j'en parlerai un tout petit peu plus tard justement pour pouvoir expliquer pourquoi découper en sous-réseaux. La capacité de se prolonger sans difficulté dans des sous-réseaux et l'indépendance par rapport à un fournisseur particulier ou un type de réseau. Donc à partir de 1983, seuls les paquets TCP/IP ont été transmis sur le réseau ARPANET, donc le précurseur d'Internet. Donc 1983, on considère justement cette date comme l'année de naissance d'Internet. Et pour rappel, donc ce qu'on appelle TCP/IP, c'est les noms de deux protocoles, donc IP Internet Protocol, dont je vais parler un peu plus précisément après, et TCP qui va s'occuper du transfert, donc transfert contrôle protocole. Alors en ce qui concerne IP, alors c'est en fait le cœur d'Internet, on va dire, du fonctionnement d'Internet. L'objectif, je rappelle, c'est que quand vous devez envoyer donc de l'information d'un ordinateur A vers un ordinateur B en passant par Internet, vous allez donc découper cette information en paquets et chaque paquet justement va être encapsulé dans ce qu'on appelle, il va se transformer en un paquet IP. Donc, quand on dit encapsulé, l'idée c'est que vous avez votre message de base et devant, en tête, on va mettre justement un certain nombre d'informations. Alors, la première chose, ce sera pour le fonctionnement d'Internet Protocol. En gros, IP, c'est très simple, hein. Vous avez l'adresse du destinataire et l'adresse de l'émetteur, exactement comme sur une carte postale où vous avez l'adresse justement
du destinataire et l'adresse de l'expéditeur en général qu'on met pour, au cas où la carte postale se perde dans les méandres de la poste. Voilà, donc ça c'est la première partie. Bon, là-dessus, c'est juste un petit rappel, hein. Donc je rappelle que IP, en fait, ne s'occupe absolument pas justement comment dire, du bon acheminement des données et dans son intégralité, j'entends. Et donc c'est TCP qui va s'en charger, qui sera un paquet qui sera au-dessus, en fait un protocole alors dans la couche OSI qui se situe juste au-dessus, sur la couche transport, qui va s'occuper justement de numéroter les paquets, de vérifier que les paquets sont arrivés et qu'on a bien l'intégralité du message. Mais j'en parlerai plus tard. L'objectif, là aujourd'hui, c'est vraiment de parler essentiellement d'adresses IP. Alors, une fois de plus, donc il y a le protocole IP. Le protocole IP est basé sur ces adresses IP. Donc là, c'est des choses qu'on a déjà vues. Donc je ne vais pas y passer énormément de temps. Mais donc, pour rappel, c'est donc constitué, alors, en tout cas IPv4. IPv6 marche exactement de la même manière. La seule chose que ça va changer, c'est en fait la taille, tout simplement, de ce que je vais raconter. Mais les principes sont exactement les mêmes. Alors, pour l'instant, en ce qui concerne l'adressage en sous-réseau, dans ce que je vais présenter, ne serait-ce qu'au niveau de l'établissement, on est encore avec des IPv4. Quand vous connectez sur Pronote à l'extérieur du lycée, vous connectez avec une adresse IPv4, et quand vous connectez à Pronote à l'intérieur du lycée, c'est également une adresse IPv4. J'ai appuyé sur mon clavier sans faire exprès. Donc, tout ce que je vais raconter, ce sera sur IPv4. Donc, pour rappel, on a donc 32 bits, c'est-à-dire 4 octets, qu'on va noter. Alors, c'est une notation positionnelle décimale, ça s'appelle. Donc, je mets donc mon premier octet que j'écris en décimale, point le deuxième octet en décimale, point le troisième octet, et point le quatrième octet. Donc, par exemple, 202.15.170.1, voilà un exemple d'adresse IP. Donc, on a 8 octets. Alors, je rappelle que ça, c'est les compétences que vous devez... les capacités que vous devez maîtriser à la fin de l'année de première à NSI. Si j'ai 8 bits, eh ben, ça me laisse 2 puissance 8 possibilités, c'est-à-dire 256 possibilités. Si j'ai 256 possibilités et que je commence à partir de 0, eh ben, le maximum c'est 255. Donc ici, A, B, C, D sont compris entre 0 et 255. Alors l'objectif de l'adressage IP, c'est qu'il y ait une adresse unique pour chaque machine. D'accord ? Donc une fois que vous avez une adresse IP qui est affectée, vous êtes le seul à l'obtenir, à l'avoir. Évidemment, si plusieurs personnes ont la même adresse IP, ben, ça poserait un problème de fonctionnement. Alors, rappel également, j'ai donc 32 bits, donc 2 puissance 32 possibilités, ou encore 256 exposant 4. Ce qui nous fait donc 4 milliards, ou 4,3 milliards, on va dire, d'adresses IP possibles, IPv4. Voilà, alors, il commence à être insuffisant. On est passé entre-temps à un format IPv6 codé sur 128 bits, lui, au lieu de 32 bits. Donc là, pour le coup, on avait déjà calculé ça la dernière fois, soit 3,4 fois 10 puissance 38 possibilités. Donc entre 4,3 milliards et ici 10 puissance 38, vous voyez, je ne connais pas le nom. Et pour l'instant, alors, on a de la marge, quoi. Dans 10 ans, peut-être que ça ne suffira plus, mais pour l'instant, en tout cas, on a vraiment de la marge. Alors, juste une petite remarque. Ici, sur les 4,3 milliards d'adresses possibles, en réalité, il ne faut pas croire qu'elles soient toutes utilisables pour des ordinateurs. En réalité, il y a beaucoup d'adresses IP qui sont réservées tout simplement à des fins techniques pour le fonctionnement des réseaux. Ok, donc sur les 4,3 milliards, toutes ne sont pas utilisables pour identifier des machines. Alors, ce qui m'intéresse essentiellement aujourd'hui, c'est de parler justement de l'adressage à l'intérieur d'un réseau. Comment? Alors imaginons qu'on veuille construire un réseau.
Par exemple, je voudrais faire un réseau dans la salle de 234 ou dans la salle de SI, c'est ce qu'a fait M. Gallienne. Comment ça s'appelle? À l'atelier, il y a également un réseau, un sous-réseau. Et moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir gérer donc mon propre réseau avec avoir des adresses justement qui sont des adresses IP pour certaines machines. Et je voudrais que ce réseau soit également accessible, par exemple, soit connecté avec le réseau pédagogique, c'est-à-dire ce que vous avez l'habitude d'utiliser, quand vous êtes au lycée, évidemment. La question, c'est comment faire concrètement pour répartir ces adresses IP, en sachant que, a priori, moi, de l'extérieur, j'ai une unique adresse IP qui est publique, par exemple, comme Pronote, c'est 86, je crois, point quelque chose, point quelque chose, point quelque chose. Je ne sais plus exactement quels sont les numéros. Donc ça, c'est une adresse IP publique, donc qui est visible de l'extérieur, à savoir sur Internet. Quand vous êtes à l'intérieur du lycée, vous vous connectez en une autre adresse IP qui s'appelle 192.168.2.1/pronote, blablabla, tout le reste. La question l'objectif, on va dire, de la séance d'aujourd'hui, c'est d'expliquer que signifie ce 192.168.2.1. La dernière fois, justement, je vous avais dit, si je me connecte en 192.168.1.1, où est-ce que je vais? Et voilà, c'est comment fonctionnent justement ces adresses IP à l'intérieur d'un réseau. Alors, en fait, là, j'ai un petit tableau en dessous que j'ai conservé de l'autre groupe de ce matin, qui va représenter justement mon adresse IP, donc à savoir ici mes 32 bits. Le principe, il est tout simple. J'ai 32 possibilités à l'intérieur. Je vais tout simplement, arbitrairement, alors je vais choisir la situation la plus classique, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, oui, il faut que j'aille un tout petit peu moins loin. Je sélectionne tous ces bits, les premiers, donc tous les bits de poids fort. J'en ai sélectionné ici 24. Je vais considérer que tous ces 24 bits vont correspondre à savoir à ce qui concerne l'adressage réseau. C'est pas cet endroit-là qu'il faut appuyer, c'est à cet endroit-là. OK? Si je fais cette chose-là, évidemment, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits à côté. J'ai 8 bits différents que je vais pouvoir utiliser pour donner des numéros, on va dire, des adresses particulières à mes machines. Donc ici, mes 24 premiers bits vont constituer ce qu'on appelle l'adresse du réseau, et les 8 bits suivants vont constituer en fait les adresses de machines à l'intérieur du réseau. Donc maintenant, je reviens à tout ce qui est expliqué ici. En fait, j'ai 4 manière de lire une adresse IP de manière générale. Une adresse sous la forme w.x.y.z. En fait, je peux la lire de plein de manières différentes. Alors, elles ne sont pas toutes listées ici, évidemment. On a découpé ça à chaque octet. La première possibilité, c'est de lire cette adresse comme une adresse IP d'une seule machine, sous la forme, alors je vais peut-être reprendre l'exemple de précédent, 202.15.170.1. Donc ça, ce serait une adresse IP, justement, d'une machine particulière sur le réseau Internet. Okay, donc quand je me connecte, et ça c'est exactement ce qui se passe quand vous vous connectez à Pronote de l'extérieur du lycée. Vous utilisez Internet, vous allez donc taper l'adresse IP de Pronote, de la machine Pronote, de l'ordinateur, du serveur plutôt exactement Pronote, qui est situé, donc je vous rappelle, à l'entrée du lycée derrière la loge. Et tous les serveurs sont situés à cet endroit-là. Et voilà, donc je me connecte directement à la machine. Ça, c'est la première version et c'est ce que j'ai présenté jusqu'à maintenant. Alors, deuxième possibilité, je peux considérer que, exactement comme ce que j'ai fait moi ici à cet endroit-là, que les 3 premiers octets correspondent à une adresse d'un réseau particulier
et que à l'intérieur de ce réseau, eh ben, j'ai un numéro particulier. Donc ici, c'est le 1. Eh ben, j'ai la première machine, justement, correspondant. La première machine du réseau qui est identifiée par 202.15.170. D'accord ? Le dernier bit, du coup, on le met à 0 pour identifier le réseau. Ok, une fois qu'on a compris ça, troisième possibilité, je peux considérer que sur mon adresse, les deux premiers octets correspondent à l'adresse du réseau et les deux derniers octets, hein, y.z, correspondent à l'adresse de la machine à l'intérieur du réseau. Et dernière possibilité, eh ben, x, y, z, c'est l'adresse d'une machine à l'intérieur d'un réseau qui serait identifié sous la forme w.0.0.0. Ok, donc, sauf s'il y a des questions, je continue. En fait, si vous voulez, suivant où est-ce que je vais mettre le curseur, la différence entre les cases vertes qui vont correspondre à l'adresse du réseau et les cases oranges, les adresses des machines à l'intérieur d'un réseau, et bien évidemment, j'aurai plusieurs réseaux différents. D'accord ? Plus j'ai de bits ici réservés aux adresses réseau, plus j'ai un nombre de réseaux important. Par contre, moins le nombre de machines à l'intérieur du réseau sera important, puisque ici, si je mets beaucoup de bits sur mon adresse réseau, il ne me reste plus beaucoup justement pour différencier les machines. Donc si je me place dans cette situation-là, par exemple, alors vous verrez qu'après, ce n'est pas tout à fait le cas, il y a des... comment dire, en tout cas sur le découpage de classes, le nombre de réseaux ne correspond pas tout à fait exactement à ce que je vais raconter. Mais d'un point de vue global, si ici j'ai 24 bits pour mes adresses réseau, ça veut dire que j'ai 2 puissance 24 possibilités, donc j'ai 2 puissance 24 réseaux différents possibles. À l'intérieur de chacun de ces réseaux, j'ai 8 bits pour identifier des machines, donc 2 puissance 8, ça fait toujours 256. Et donc, je peux en fait avoir sur chacun de ces réseaux 256 ordinateurs différents. Et donc, évidemment, suivant la taille de mon réseau, il va falloir que je réserve plus ou moins de place pour l'identifiant, on va dire, de chacune des machines à l'intérieur de mon réseau. Alors, en fait, après, une fois qu'on a compris ce principe-là, donc ça, c'est un principe très général, mais en fait, on a différents types de classes d'adresses IP. Un peu plus précisément, donc ce qu'on appelle les adresses IP de classe A, ça veut dire que la première valeur de mon adresse IP est comprise entre 0 et 127. Alors, c'est-à-dire que la longueur de mon adresse réseau, elle est sur 1 octet. J'ai donc 127 réseaux possibles. Alors, vous noterez bien que 127 ne correspond pas justement à cette longueur-là exactement. C'est même plutôt la moitié. Ok ? Donc, voilà. Bon, c'est comme ça. Il s'avère que quand ce que je vous ai présenté là, c'était un petit peu plus caricatural. Il y a quand même plein de choses à l'intérieur qui sont un petit peu plus compliquées que ce que je vous ai présenté. Mais en tout cas, c'est ce que je veux que vous compreniez. C'est que, en fait, suivant le nombre de machines que je veux, je vais réserver tel ou tel type d'adresse IP, justement, en termes de classe ici. Alors, par contre, ce qui est clair, c'est que là, par contre, ça correspond exactement... Alors, comment dire? Cette partie-là, c'est pas nous qui décidons, justement, de l'affectation des adresses IP, alors que ici, c'est l'administrateur réseau qui va pouvoir s'en charger. Donc là, très clairement... si j'ai un octet, ça me laisse 3 octets derrière pour pouvoir différencier et numéroter des machines différentes. Et donc, si vous faites du 2 puissance 24 ou 256 exposant 3, vous obtenez ce nombre-là. Okay, donc ce nombre, ça me laisse quoi? Ça me laisse 16 777 216 machines possibles. Donc, si j'ai un réseau de classe A, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai énormément de machines possibles à l'intérieur de mon réseau. À votre avis, qui détient justement des réseaux de classe A? S'il y en a un ou deux qui peuvent prendre la parole avec le micro.
si les gens sont encore là, au pire par le chat. Ok, j'ai pas beaucoup de réponses. Hein. Tac, 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 tac. Alors, j'arrive pas. Ah, ça y est. Je vois les discussions. Ok, est-ce que vous êtes encore là? Moi, j'ai pas coupé mon son. Hein. Vous m'entendez plus? Ah, c'est le son, c'est moi. Bah non. Vous m'entendez encore? Ok, donc je suis désolé. Alors pourquoi j'entends rien par contre? Donc je repose ma question. Désolé, Adrien a répondu, mais à votre avis, qui est capable d'avoir un réseau de classe A? Voilà, c'est exactement ce que je voulais entendre. Donc c'est les grosses entreprises, donc les GAFAM, on y pense tout de suite. Alors il n'y a pas que les GAFAM, mais évidemment ce sont des réseaux avec énormément de machines, donc sous-entendu en fait des très 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 gros réseaux. C'est la touche du clavier, monsieur. Non, alors c'est pas la touche du clavier. Merci bien, Alexis. Non, je pense que j'ai cliqué sans faire exprès à un endroit. Voilà. Donc vous avez entendu ce que j'ai raconté juste avant quand même, puisqu'il y a eu la question. Ok, mon partage est... Non, il a disparu mon partage, c'est ça, hein? C'est là où j'ai fait une erreur. Vous voyez à nouveau? Une petite réponse orale, s'il vous plaît. Gatien, c'est bon? Oui, oui. Ok. Bon, alors je continue. Donc ensuite, classe B, donc pour la première valeur, c'est de 128 à 191, donc la longueur, c'est 2 octets. Pareil, j'ai moins de possibilités, non, pardon, j'ai plus de possibilités de réseau. J'en ai 16 384 possibles, mais évidemment, j'ai moins de machines qui sont possibles à l'intérieur de mon réseau. En gros, les classes A et classe B, c'est pas pour nous. On va pas se le cacher, enfin sauf si vous travaillez justement dans une entreprise, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc nous on se situe justement dans les réseaux de classe C. Donc vous avez en fait beaucoup de réseaux qui sont possibles, par contre vous avez peu de machines nécessaires à l'intérieur. Alors vous noterez, ça sera peut-être un peu plus visible sur ce résultat-là. Ici vous notez qu'on n'en a pas 256 possibles, il n'y en a que 255. Alors je rappelle que l'adresse IP avec que des zéros, bah là du 1 0 sur le dernier octet, ça correspond à l'adresse du réseau en lui-même. D'accord? Donc c'est une adresse IP qui existe déjà et donc on ne peut pas l'utiliser pour identifier une machine. Alors il y a deux autres classes derrière, D et E. Donc la classe E est réservée pour des extensions futures et la classe D est la classe de diffusion de groupe, qu'on appelle couramment un broadcast. Alors j'en parlerai un petit peu plus tard après. Donc l'adressage a été structuré logiquement dans une architecture de réseau et de sous-réseau. N'importe qui ne peut pas s'approprier librement une adresse IP, donc voilà. Dans un réseau de classe A, l'internique fixe les 8 bits de poids fort sous la forme donc voilà 0xxxx. Les 24 autres bits sont laissés à l'administration de l'acquéreur du réseau de classe A. Alors si vous voulez, vu qu'on est de 0 à 127, ça sous-entend en fait que le premier bit, il faut comprendre ce que je raconte là, le premier bit est nécessairement un 0. Et ensuite, là, il y a des 0 et des 1, c'est fixé justement par l'internique. Ok ? Donc les 24 autres bits, hein, donc là c'est pour justement, c'est laissé à l'administration de l'acquéreur du réseau de classe A et c'est lui qui va gérer justement à l'intérieur son réseau. Donc les adresses IP sont donc de type f.x.y.z où f c'est justement ce qui a été ici fixé par l'internique. Donc ça va de 0 à 126
les valeurs X, Y, Z étant laissées librement administrables par l'acquéreur. Okay, donc c'est l'administrateur réseau ou les administrateurs réseau qui vont s'occuper justement de cette chose-là. Alors en général, c'est pas si... je veux dire, on fixe les adresses, enfin voilà. Par exemple, à l'intérieur du lycée, sur le réseau pédagogique, on a un sous-réseau spécifique pour les imprimantes. Donc toutes les adresses IP des imprimantes sont dans un seul et même sous-réseau. Et ensuite, on a plusieurs sous-réseaux différents, justement. Donc, je ne connais pas les adresses IP, justement, de Google ou des autres. Alors, Google, si je l'ai écrit, justement, dans le cours à un autre endroit. Je ne sais plus trop où exactement. Mais Hewlett-Packard, par exemple, qui n'est pas un GAFAM, a priori, possède le réseau qui commence par 16 points quelque chose. Voilà, donc tout ce qui est 16 points quelque chose, ça correspond à des adresses IP à l'intérieur d'un réseau de Hewlett-Packard. Donc pour la classe B, donc même principe ici, je réexplique tout ça. Hein. Je suis de 128 à 191. Donc ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que en fait, j'ai les 16 premiers bits qui sont fixés. Et si je suis entre 128 et 191, en réalité, ça veut dire que mes deux premiers bits sont un 1 et un 0. Tout le reste, après, c'est fixé par l'internique, etc., etc. Donc ça, si vous voulez, ça, c'est pour être entre 127 et 191. Donc ça, c'est le premier... Alors d'ailleurs, XXX... Ouais, c'est pas très malin ce que j'ai fait là ici, c'est pas tout à fait cohérent avec mes notations au-dessus. Bon, c'est pas très grave. Ensuite, donc même chose pour un réseau de classe C, donc les 24 premiers bits sont fixés justement ici. Et donc ça donne des réseaux du type f.g.h.0 où f est entre 192 et 223, g et h entre 0 et 255, donc ça c'est fixé. Et tout le reste correspond justement à l'adressage des machines à l'intérieur du réseau. Alors, au passage, tout le réseau 127.0.0, qu'on peut voir comme un réseau de classe A, n'est pas attribué par l'internique, car l'adresse 127.0.0.1, dit adresse de boucle, est réservée à des fins techniques. Donc, même chose, vous voyez ici, on a un ordre de grandeur, 24 millions d'adresses sont ainsi perdues. D'accord? Donc, à l'intérieur des 4,3 milliards, justement, d'adresses IP potentielles, il y en a plein qui ne sont pas utilisées, justement, et que vous ne... Enfin, voilà. Donc, on perd évidemment de la place pour les réseaux, mais évidemment, elles servent à quelque chose, ces adresses. Si on fait ça, c'est qu'il y a des réseaux. Donc de plus, l'internique n'attribue pas non plus certains réseaux qui sont laissés à des fins privées. D'accord? Donc en plus de ça, voilà, on a quand même beaucoup d'adresses IP qui ne sont pas utilisées. Voilà, donc ça je passe un tout petit peu. Donc ça, c'est toutes les possibilités suivant les différentes classes. Donc classe A, classe B et classe C. D'accord? Donc nous, en l'occurrence, dans le lycée, alors... Quelle serait la stratégie justement du lycée? Eh ben, je vais découper en plusieurs sous-réseaux. Sur chacun des sous-réseaux, je pourrais mettre 255 machines différentes. Donc l'adresse 192.168.2.1, si vous voulez, eh ben, le serveur Pronote, c'est la première machine du sous-réseau 192.168.2. OK? Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas, mais on peut s'y connecter également avec une adresse en 192.168.3.1, il me semble également pour Pronote. Voilà, donc ce qui est en fait un autre sous-réseau. Alors, dernière chose également, à l'intérieur des adresses, donc il y a un certain nombre d'adresses qui ne sont pas attribuables, qui sont une fois de plus réservées justement à, comment dire, à des fins techniques à l'intérieur du réseau.
Donc si je prends un exemple de classe C, 192.68.0. quelque chose, x pouvant varier entre 0 et 255. Donc cette plage d'adresse doit être indiquée de manière officielle et on utilise pour cela l'adresse générale 192.168.0.0. Donc ça, c'est l'adresse du réseau. Donc ça veut dire que cette adresse-là, donc toutes les adresses comprises entre 192.168.0.0 et 255 à la fin. Donc le 0.0, vous ne pouvez pas l'adresser à un ordinateur précis puisque c'est déjà justement l'adresse de l'ensemble de tout le réseau. Okay, donc j'en parlais tout à l'heure, l'adresse de diffusion, ce qu'on appelle les broadcasts en anglais. Donc c'est la dernière adresse du réseau. Dans notre cas, là ici sur mon exemple, c'est 192.168.0.255. En fait, c'est une adresse qui est utilisée pour envoyer des messages à tout le monde. Un broadcast, c'est tout simplement vous envoyez un message à l'ensemble du réseau que tout le monde reçoit. En fait, c'est pas vous adressez pas à une machine particulière. Donc là, j'en parle un tout petit peu après, mais ce qu'il faut savoir, c'est que en dehors des paquets IP que vous envoyez vous volontairement, en fait, à l'intérieur des réseaux, en fait, les machines n'arrêtent pas de communiquer entre elles et s'envoient justement plein de messages pour signaler leur présence et leur existence au sein des réseaux. Okay, donc on le voit pas, hein, tout ça est géré justement derrière. On n'y a pas accès directement, mais voilà, c'est bien de le savoir que justement derrière les machines, quand vous êtes connecté sur un ordinateur, sur un réseau, ben, vos ordinateurs envoient des messages à l'ensemble du réseau. Ok ? Alors, donc la subdivision en sous-réseaux. Comment un ordinateur transmet-il l'information? Donc les paquets IP, elles sont destinataires. Donc une partie de la réponse, c'est le fonctionnement justement du protocole IP. Alors, là ici, on rentre un tout petit peu dans le détail, à savoir, en fait, comment va fonctionner. Je veux envoyer un message à une adresse IP directement. Donc moi, j'ai mon adresse IP justement de mon ordinateur. Et ben, comment les paquets IP vont transiter jusqu'à mon arrivée. Donc voilà. Donc généralement, un ordinateur ne peut transmettre directement un paquet IP qu'à un ordinateur situé sur le même sous-réseau. Donc si je reprends mon exemple de tout à l'heure, j'ai un sous-réseau en 192.168.0. En fait, tout simplement, ici, si j'ai deux adresses IP qui commencent par le même préfixe, je pourrais dire préfixe au sens vraiment comme en français, et ben ces deux ordinateurs peuvent communiquer l'un avec l'autre. Ok ? Qu'est-ce qui se passe là? J'ai des traits jaunes qui apparaissent. Bonne blague. Vous voyez les traits là ou pas? Ok, j'étais en train de me dire, tiens, il y a une saleté sur mon écran, mais en fait pas du tout. Ok, bon voilà, j'ai supprimé cette chose-là. Je peux continuer. Donc par exemple, si je prends l'adresse 192.168.0.2, il pourra directement envoyer des informations à un autre ordinateur, justement 192.168.0.20. Mais il ne peut pas le faire s'il a une adresse du type 194.38.175.155. Alors, quand je dis ça, évidemment, c'est facile pour nous, êtres humains, de savoir si on est dans le même sous-réseau. Il suffit de regarder les premiers nombres en décimale et puis regarder si c'est la même chose. Évidemment, nous, on voit ça avec nos yeux. La question, c'est comment faire ça concrètement, en fait, à l'intérieur sur une machine. Alors, il faut que ce soit une opération qui soit réalisable d'un point de vue logique. Alors, il s'avère que c'est une opération qui est très très simple. C'est tout simplement, alors je ne sais pas si vous vous souvenez du XOR. Le XOR, c'est ce qu'on appelle un OU exclusif en français. Donc, vous pouvez aller revenir tout simplement au cours d'architecture de début d'année. Le OU exclusif, on peut le voir de plein de manières différentes. Donc, première chose, c'est l'un ou l'autre, mais pas les deux en même temps. Hein, c'est le OU de la cantine, c'est-à-dire c'est fromage ou dessert.
Une autre manière de le voir, si on regarde la table logique, tout simplement, c'est le XOR, c'est ce qui va mesurer la différence, justement, entre deux écritures binaires. C'est-à-dire que le XOR, justement, va va mettre des... que je ne dise pas de bêtises... il va mettre des zéros, justement, si on a égalité des deux bits. Si j'ai 0, 0, le résultat, c'est 0. Et en fait, il va attribuer un 1 si les deux bits sont différents. Bon. Voilà. J'ai un message d'Ethan, je suis désolé, j'ai dû le lire. Je lui répondrai plus tard. Donc la question, c'est justement comment faire concrètement pour savoir si deux adresses, justement, sont à l'intérieur d'un même sous-réseau. Donc cette remarque n'est malheureusement pas théoriquement juste, même si en pratique c'est blablabla. En fait, c'est le concept de masque de sous-réseau. Donc en fait, un masque de sous-réseau, c'est quoi? C'est une adresse justement IP qui va me déterminer, en fait, en faisant un XOR justement avec les deux adresses IP respectivement, savoir si justement on fait partie du même sous-réseau ou pas. Donc si je suis dans mon réseau ici avec mes trois premiers... alors en fait, si vous voulez, le masque de sous-réseau, ça va quantifier où est-ce que je fais mon découpage, comme tout à l'heure ici, avec d'un côté justement du vert et de l'autre côté du jaune. Le masque de sous-réseau, c'est je mets des 1 partout là où je suis en vert et des 0 partout à côté. Donc là, dans mon exemple, j'ai donc 3 octets qui sont réservés justement pour l'adresse du réseau. Donc le masque de sous-réseau, c'est 255.255.255.0. Alors en général, c'est celui-ci qui est utilisé dans la plupart justement des réseaux concrets, puisque nous, ce qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est des réseaux de classe C. Quand vous travaillerez peut-être dans une entreprise, vous aurez peut-être des adresses IP, des réseaux de classe supérieure, mais a priori, voilà, c'est 3/4 du temps, ce masque de sous-réseau. C'est celui-là qui est utilisé. Donc ce masque veut dire que l'ordinateur concerné peut voir ou communiquer avec toutes les adresses possédant les 3 premiers nombres de l'adresse IP identique. Donc en fait, ça va quantifier tout simplement quel est le nombre de bits qui doivent être égaux justement pour faire partir d'un même sous-réseau. Donc là, ici, je détaille vraiment l'opération d'un point de vue concret. Donc j'ai mon masque de sous-réseau, donc le 255, là, tout ça, vous voyez, c'est ce que je vous ai expliqué. Hein, ça correspond à 3 paquets de 1, 3 octets de 1 et 1 octet de 0. Ici, j'ai l'adresse de 1, donc mon ordinateur A, il a une adresse en 199.34.55.10 et il veut envoyer un paquet à l'ordinateur B d'adresse IP 199.34.57.20. Alors évidemment, nous, on le voit bien que c'est dans le même sous-réseau, mais la question c'est, d'un point de vue informatique, comment on fait cette opération-là. Donc on va justement, on va mettre le masque de sous-réseau juste dessus, et je vais tout simplement faire un XOR, justement, avec chacune des adresses. OK ? Et en effectuant justement ces deux opérations, ce que je vais récupérer, c'est en gros la partie ici, ça va me coller des 0 sur mon adresse de A, et ici, ça va me coller des 0 sur l'adresse de B, et je vais donc faire une comparaison directe bit à bit, justement pour savoir si je fais partie du même sous-réseau. Okay, donc j'ai des opérations logiques qui sont, au passage, qui sont vraiment pas chères, hein, c'est très rapide à réaliser, qui vont me permettre justement de voir si je suis dans le même sous-réseau. Donc là, je le détaille, l'ordinateur A doit s'assurer que partout où le masque de sous-réseau a une valeur de 1, la valeur binaire de son adresse IP correspond à celle de B. Donc dans l'exemple ci-dessus, il n'est pas difficile de voir que c'est le cas. Finalement, les 8 derniers bits justement de valeur 0 indiquent que le dernier nombre de l'adresse IP est indifférent pour A. Ce dernier verra donc tous les ordinateurs d'adresse 199.34.57.x, x étant n'importe quoi. Alors,
Donc, ensuite, de nombreux, justement, réseaux, excusez-moi, comportent des masques de sous-réseaux moins compréhensibles, donc pas uniquement des 0 et des 255. Donc, par exemple, je pourrais avoir 255.255.255.224. Donc, en fait, le 224, il faut évidemment le convertir en binaire. Voilà, donc 192.168.0.2 ne peut pas directement communiquer avec l'ordinateur 192.168.0.100. Si vous voulez, 224 ici, ça veut dire que j'ai quand même très peu de bits. J'en ai vraiment que les derniers qui sont réservés pour l'affectation des machines. Et donc ici, ces deux ordinateurs ne font pas partie justement du même sous-réseau. Donc l'une de ces deux ordinateurs, ces deux adresses IP, ne peuvent pas communiquer entre elles. Blablabla. En fait, les 256 adresses de ce réseau de classe C seront comme subdivisées en 8 sous-réseaux de 32 ordinateurs. Voilà, bon, là, on a un peu plus le détail. Ok. Bon, alors je vous laisse lire l'intégralité de ces choses-là. Il faut essayer de bien comprendre comment ça fonctionne. Alors, quelles sont les capacités réelles en fait en termes de première? Je pense que vous devez en fait plus ou moins être capable de comprendre toutes ces notions, pas forcément de les recracher. C'est vrai que sur les... alors je pense que je ferai un petit QCM prochainement justement pour s'entraîner avec, pourquoi pas, toute cette partie réseau et Internet. Mais on ne vous demande pas d'être des experts, on va dire, techniques justement des réseaux. C'est ça qui est très compliqué avec les réseaux, c'est qu'il y a des grands principes. Et puis après, être administrateur réseau, c'est quand même quelque chose de très différent que de juste faire un cours de réseau. Je crois que j'en avais déjà parlé en introduction. Donc l'objectif, c'est que vous compreniez bien ce mécanisme-là, que vous compreniez justement ces valeurs, pourquoi les masques de sous-réseau c'est 128, 192 ici, etc. Il faut détailler ça justement sur chacun des bits sur les adresses IP. Alors, peut-être un petit point là-dessus, non mais ça j'en ai déjà parlé, donc je ne vais peut-être pas en reparler plusieurs fois. Alors, pour l'instant, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire par rapport à ces adressages. Est-ce qu'il y aurait des questions ou des choses qui ne seraient pas tout à fait claires? Si vous m'entendez encore. Alors, quelque chose que je comprends pas là, c'est pourquoi je vois pas les discussions. Voilà, parce que je pense qu'il faut que j'arrête le partage en fait. Pas de questions. Les autres. Qui est Redmi 8? Tiens. Allô, allô. Qui est Redmi 8? Donc, alors, pour cette semaine, je vous demanderai de vous connecter avec votre nom et votre prénom. L'idéal, ce serait d'avoir au moins le prénom, mais je veux pas de pseudo. Donc, Redmi 8, et priez, s'il vous plaît, de s'identifier. La vidéo clignote en rouge. Moi, je vois rien. D'autant plus que je partage plus rien là, Kevin. Hein. Je laisse 30 secondes pour Redmi 8 et après, sinon...
Je vais le mettre en salle d'attente. Voilà, crac. Bon, mais s'il n'y a pas de questions, c'est pas plus mal. Deux. Vous êtes combien dans le groupe d'ailleurs? Alors, je vais en profiter, tiens, puisqu'on en parle là maintenant. Donc moi, j'en ai parlé pendant la réunion, justement, en tant que professeur principal avec la classe, dont je suis Pépé. Mais Monsieur Mouillin nous a rappelé que... Alors, il y a eu des intrusions, il paraît, avant les vacances. Alors, juste pour rappel, le règlement intérieur est applicable lors des visios que vous pouvez réaliser lors des classes à distance. Avec tout ce que ça veut dire de positif, mais également évidemment de droits et de devoirs que vous devez justement... Donc Redmi 8, je ne sais pas qui c'est, tant pis pour lui. Discussion, blablabla. Ah bah, je vais me reconnecter pour essayer de régler le souci. Ok, non, pas de questions. Gatien, 23 non. 23 non quoi? 23 quoi? Je ne sais pas à quoi vous faites référence. 23 dans le groupe. Ah merci, oui. Effectivement. Donc il m'en manque une personne. Je dirais c'est Ethan. Sous-entendu, Redmi 8 n'est peut-être pas quelqu'un de la classe. C'est pour ça que je pose la question. Bon, on va le supprimer. Comme ça, ce sera réglé. Invité indésirable. Crac, je l'ai même signalé à Zoom. Voilà. Merci Gatien. Bon, allez, je repartage, on y retourne un tout petit peu. Bon, c'est pas forcément évident de faire des cours en visio, là. Alors, j'en ai plus pour très longtemps, on fera sûrement pas 2 heures. Mais il faut que je vous parle un tout petit peu. Alors, donc là, j'ai parlé essentiellement des adresses IP et du découpage, on va dire, en réseau et sous-réseau. Il nous reste justement à parler un petit peu plus précisément de notre protocole qui s'appelle TCP, donc Transfert Control Protocol. Donc les paquets IP, donc le protocole IP s'occupe juste d'amener les paquets d'un endroit, d'un point A à un point B, point barre. Hein. Peut-être qu'il y a des erreurs à l'intérieur du paquet, hein, une perte on va dire. Le paquet, en général, les paquets sont différents, ils doivent être numérotés, et moi, ce que je veux, c'est que l'intégralité du message soit acheminée d'un ordinateur A jusqu'à un ordinateur B. Donc IP, lui, il fait cet acheminement, il ne s'occupe absolument pas de savoir si l'ensemble des paquets est arrivé, et à savoir comment faire justement pour reconstituer le message. Donc, c'est le rôle du deuxième protocole qui s'appelle TCP, donc Transfert Control Protocol. Alors, donc je reviens à notre ordinateur d'adresse 192.168.0.2. Hein, donc notre masque de sous-réseau, c'est 255 3 fois 0. Donc, il veut envoyer un paquet IP à l'ordinateur B d'adresse 192.170.0.4. Première chose, peut-être que vous vous en rendez compte, à l'œil nu c'est quand même beaucoup plus facile. Donc je fais une petite opération avec mon masque de sous-réseau. Je me rends compte que ces deux adresses, justement, ne sont pas dans le même sous-réseau. Donc A ne peut pas envoyer directement son paquet à B. Alors, il envoie sans réfléchir le paquet IP du coup à l'adresse du routeur par défaut. Hein. Donc là, on va se rapprocher un tout petit peu du cours de terminal. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure d'ailleurs. Ces notions-là sont fondamentales en fait pour le cours de terminal quand on va parler justement des protocoles de routage, et je vais en parler un tout petit peu ici à cet endroit-là. Donc question, qu'est-ce que c'est qu'un routeur? Qu'est-ce qu'on appelle un routeur? Donc, un routeur, c'est un ordinateur, donc c'est une machine qui a plusieurs
carte réseau, tout simplement. Donc, une carte réseau, c'est dans les deux sens. Je peux envoyer des paquets et je peux recevoir des paquets. En fait, un routeur, c'est un ordinateur qui a plusieurs cartes réseau et donc il va être connecté à plusieurs, justement, sous-réseaux en même temps. Donc, si on utilise un ordinateur, ce dernier possédera deux cartes réseau, l'une connectée sur l'un des sous-réseaux dans notre cas. Disons qu'elle possède l'adresse 192.168.0.254. Ok. Donc, à l'intérieur de ce réseau-là. Et l'autre, elle est connectée sur un autre réseau, par exemple 192.170.0.192. Donc, s'il utilise le bon logiciel, un tel ordinateur est capable de faire transiter les paquets IP du réseau 192.168.0.0 vers le réseau 192.170.0.0. Ok? Et inversement, bien sûr. Voilà. Donc, ça, c'est le principe de ce que c'est qu'un routeur. Et donc, c'est donc ce routeur qui est connecté sur différents sous-réseaux de classés peuvent communiquer entre eux. Donc, par exemple, ici, notre ordinateur avec cette adresse-là vers un autre ordinateur avec cette adresse-là. Voilà. Alors, en fait, je ne rentre pas trop dans les détails, mais il faut savoir qu'il y a des mécanismes derrière, ce qu'on appelle les tables de routage, qui vont permettre justement à plusieurs... Alors en général, ce que je fais, c'est que je traverse potentiellement plusieurs routeurs pour envoyer un paquet d'un ordinateur A vers un ordinateur B. Et donc, en fait, sur chacun des routeurs, on a ce qui s'appelle des tables de routage. Donc on utilise des protocoles très, très spécifiques, justement, mais qui vont en gros connaître, c'est l'équivalent de Waze, quoi. Si vous voulez d'aller point A à point B, vous savez que vous devez passer par telle machine. Si vous voulez aller à tel endroit, vous savez que vous devez passer par telle machine, etc., etc. Donc en fait, sur chacun des routeurs, la table de routage va permettre justement d'appliquer des protocoles. J'en parle un tout petit peu après, OSPF et... RIP, voilà, je cherchais le nom du deuxième, qui vont me permettre justement d'aller d'un point A à un point B. Okay, donc on ne rentre pas de plus dans les détails là-dessus, mais en tout cas, sachez que ça existe. Si ça vous intéresse, vous allez regarder sur Internet. Voilà, il y a des protocoles très particuliers à l'intérieur. Le seul problème, c'est que ces protocoles utilisent des maths qui sont un tout petit peu plus élaborées que ce que vous connaissez en classe de première. Et donc, ce sont des notions qui ne sont vues qu'en terminale. En soi, c'est pas hyper compliqué, mais ça utilise des maths que vous ne connaissez pas tout à fait encore. Et qu'on verra donc si vous continuez la NSI l'année prochaine. Alors, il y a une question aussi qui n'est pas... alors, autant découper en paquets IP, on comprend très bien pourquoi on découpe l'information en plusieurs paquets. La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi subdiviser en sous-réseaux et pourquoi pas faire une sorte de méga gros réseau. Alors, il y a plein de raisons qui sont un peu fondamentales là derrière et théoriques, mais essayer d'y répondre quand même un tout petit peu. La première raison, c'est pour éviter de saturer le trafic. Alors, si j'ai deux réseaux locaux A et B séparés par un routeur, lorsque des ordinateurs de A discutent avec des ordinateurs de B, le routeur a pour rôle justement de transmettre l'information du réseau A vers le réseau B, et dans l'autre sens également. Mais si des ordinateurs A s'échangent entre eux des données, il n'y a pas de raison justement d'encombrer le trafic sur le réseau B. C'est-à-dire que, vu que ça concerne... Enfin, on pourrait résumer ça, l'objectif, c'est pas parler pour rien dire. Et... parce que, évidemment, tous ces messages qui transitent sur des réseaux, ça mange de la bande passante, on va dire, et ça poserait des problèmes. L'objectif, c'est de ne pas se saturer. La deuxième raison, qui est aussi fondamentale, c'est que si le réseau A tombe en panne, le réseau B n'en est pas affecté. Si vous avez un seul et unique méga gros réseau, si vous avez un problème sur le réseau, il n'y a plus rien qui marche. Vous êtes bien un peu coincé. Et j'ai envie de dire, je répète, l'essence même d'Internet, c'était l'objectif premier. C'était que si jamais certains sous-réseaux tombent en panne, pour des raisons
X ou Y, à l'époque, surtout pour des raisons de bombes et compagnie, et ben le réseau peut continuer justement à fonctionner normalement. Ok. Donc ça c'est le premier. C'est juste. Alors aujourd'hui c'est plus trop des bombes, hein, mais c'est plutôt des problèmes techniques, on va dire. Si vous avez un réseau ou une partie, un sous-réseau qui tombe justement en panne, l'ensemble du réseau peut continuer à tourner. Alors évidemment, par rapport à ce que je viens d'expliquer avant, ça nécessite de modifier l'étape de routage. C'est une évidence, on ne va plus prendre les mêmes chemins. Mais en tout cas, ça fonctionne. Voilà. Un autre aspect, c'est l'histoire du broadcast. Hein, donc, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, là, c'est écrit de manière un petit peu humoristique, mais dans notre dos, donc les ordinateurs sont de grands bavards. Ils ne cessent de causer entre eux pour signaler leur présence ou se mettre d'accord sur les protocoles qu'ils sont capables de comprendre. Donc, imaginons que Internet soit constitué d'un seul et unique réseau. Et bien, rien que le broadcast, en fait, suffirait, on va dire, à saturer l'ensemble du trafic. Donc, ça poserait quand même beaucoup de problèmes. Donc, le broadcast, en général, c'est à l'intérieur d'un sous-réseau et ça évite de saturer. Je vais prendre l'exemple du lycée. Quand vous avez 255 machines maximum, le broadcast, ça ne va pas coûter énormément de bandes passantes puisqu'il n'y a pas beaucoup de machines. Voilà. Alors, je continue à raconter mon propos. Donc, chaque fois qu'un ordinateur doit acheminer un paquet IP, il vérifie donc d'abord s'il peut le transmettre directement, s'ils font partie du même sous-réseau. Sinon, il envoie sans réfléchir au routeur. Donc, à partir de ce moment-là, c'est donc les routeurs qui vont prendre justement le relais. Donc, eux, ils sont configurés justement ils savent comment faire. Ils connaissent les chemins, si vous voulez, pour acheminer les paquets IP à leur adresse de destination. D'accord? Donc, quand je dis que vous voyez, les tables de routage, en fait, elles sont échangées de manière assez dynamique. Alors, elles ne bougent pas tant que ça, mais sur Internet, il y a des routeurs qui s'allument, qui s'éteignent, etc., etc. Donc, justement, pour acheminer, tout ça se fait de manière, on va dire, dynamique. Donc, les tables de routage, elles sont mises à jour assez régulièrement. Donc, ça veut dire que les routeurs, ils discutent entre eux, justement, pour se mettre d'accord, savoir quelles sont les tables de routage et il faut faire les mises à jour et qu'une fois qu'on a une mise à jour de cette table, il faut qu'elle soit répercutée sur l'ensemble des tables de routeurs. Imaginez, en fait, c'est exactement le même principe que quand vous venez au lycée de chez vous. En général, il n'y a pas de problème, vous prenez toujours le même chemin, surtout si vous venez en voiture ou à la rigueur en vélo. Et puis, pendant la période là qui devrait commencer, il commence à faire des travaux. Donc, du coup, vous ne pouvez plus passer justement par ce chemin-là et vous allez passer par un autre chemin. Et une fois que vous avez pris ce chemin-là, vous allez le transmettre à tous vos camarades, façon de parler, justement, pour que ça évite justement d'avoir des problèmes. C'est exactement le même principe qui se passe sur les tables de routage. Alors, donc, ça c'était sur l'acheminement des paquets IP. Donc, je répète, le protocole IP ne vérifie absolument pas le bon acheminement des paquets IP. Donc, le protocole IP, c'est à partir des tables de routage. Après, il connaît le chemin, il amène à un autre endroit. Et il s'avère que potentiellement, au bout d'un moment, ce paquet, il peut disparaître. Il peut se perdre dans les méandres d'Internet. Et justement, c'est le protocole TCP qui s'en charge. Alors, sans entrer dans des grands détails, ici, je résume donc rapidement que fait le protocole TCP. Donc, il va établir des liaisons. Donc, si vous regardez sur le modèle OSI que j'avais présenté plus haut, on est sur la couche transport. Donc, il y a les différents... il y a une communication qui se fait à l'intérieur même de cette couche transport. Donc, il va séquencer justement les paquets. Alors, ce qu'on appelle séquençage, c'est tout simplement la numérotation justement des paquets. Donc, il va attribuer, si vous avez 24 paquets à établir, il va affecter un identifiant entre 1 et 24 à chacun des paquets IP. Ensuite, justement, il va le contrôle de flux, c'est-à-dire
ça va reconstituer en fait le message dans son intégralité. Et ben, il faut que le paquet 1 soit situé avant le paquet 2, etc., etc. Et également la gestion des erreurs, à savoir est-ce qu'il n'y a pas eu d'erreur. Alors, on pourrait se poser la question, à savoir comment il fait pour gérer justement, savoir s'il y a eu des erreurs, s'il y a eu des pertes pendant l'acheminement des paquets. Alors en fait, on a des systèmes à l'intérieur. Alors, en tout cas, une des réponses, c'est ce qu'on appelle les clés. Alors, je ne sais pas, sur votre numéro, je crois, alors, vous n'avez pas de carte bancaire pour l'instant, mais sur une carte bancaire, ça existe également. C'est le petit numéro qui est derrière, le CVC, ça s'appelle, ce qu'on appelle des clés de contrôle. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails très techniques, mais en gros, vous faites une fonction mathématique qui va vous calculer en fait un entier entre 1 et 100, par exemple. Et vous faites parce que vérifier l'intégralité du message, vérifier que tous les bits sont les mêmes à l'arrivée et au départ, ça coûte cher, ça demande en fait de relancer une deuxième fois quasiment l'intégralité du message. Donc l'objectif, c'est que ça fasse rapidement, il ne faut pas que ça coûte trop cher. Donc l'idée, c'est à partir justement du message, vous appliquez cette fonction mathématique qui va vous donner un entier. Et cet entier, vous allez le transmettre avec le paquet. Et à l'arrivée, en fait, ce que va faire le protocole TCP, c'est qu'il va refaire le même calcul sur le message. Et si la clé de contrôle est égale, ça veut dire qu'a priori, il n'y a pas eu de perte. Si la clé de contrôle est différente, ça veut dire qu'en gros, si vous voulez, la séquence de 1 et de 0 n'est pas la même, n'est pas bonne. Alors, on ne sait pas trop où sont les erreurs, très clairement. On ne sait pas où est l'erreur. Mais en tout cas, on sait qu'il y a eu une erreur. Et alors, du coup, on utilise d'autres, justement, protocoles qui vont permettre de corriger, justement, ces erreurs. Alors, sans vouloir faire un petit peu de publicité pour les mathématiques, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière tout ça, en fait, tous les mécanismes, et absolument tous les mécanismes dont je vous parle ici de manière très, très c'est vulgarisé, ce sont des fonctions, ce sont des notions mathématiques qui sont quand même assez élaborées. Donc quand je vous parle de clé de contrôle, ce qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle les fonctions de hachage derrière. Quand il s'agit de corriger des erreurs, on a ce qui s'appelle les codes correcteurs d'erreurs. Enfin voilà, donc il y a énormément de choses derrière qui sont franchement des mathématiques. Et si vous pensiez que l'informatique se passait des maths, c'est raté. Et à partir de... Il s'avère que voilà, on utilise quasiment que des maths justement à l'intérieur de tout ça. Voilà, donc là, contrôle de flux, j'en ai déjà parlé. Et juste un dernier petit mot sur le DNS, donc il faut que vous connaissiez justement ce terme-là. Alors a priori, c'est des choses qu'on étudie pas mal en SNT, donc c'est pas très très compliqué. On vous demande pas on vous demande juste de savoir ce que c'est en fait, de savoir que c'est un protocole et en gros à quoi il correspond. Donc je rappelle le DNS, quand vous allez vous connecter sur Google, vous ne tapez pas l'adresse IP de la machine ou en tout cas l'adresse IP du réseau correspondant à Google, réseau de classe A vraisemblablement, mais vous allez taper www.google.fr ou .com suivant où est-ce que vous êtes. En général, on tape .fr. Donc ici dans mon cours, j'utilise les adresses de Microsoft. Tout à l'heure, on avait Hewlett Packard, ici c'est Microsoft. Quand vous tapez microsoft.com, www.microsoft.com, en fait, c'est exactement la même chose que taper http://207.168.137.135. Alors, si vous essayez ça directement, vous pouvez l'essayer, vous verrez que vous n'obtiendrez pas de réponse. Ok ? Parce que ça marche pas tout à fait, c'est pas si simple que ça. Mais en gros, le DNS, qu'est-ce qu'il fait? Il va en fait faire la conversion justement entre cette adresse qui est symbolique et une adresse IP.
Ok, donc il fait cette conversion-là, en fait, le DNS. Alors, comment fonctionne le DNS? Vous pourriez même aller chercher, si vous voulez avoir plus de détails ici, d'aller voir dans les manuels de SNT de seconde, où il y a des détails qui sont bien plus précis justement sur le fonctionnement du DNS. En gros, il y a une machine. Alors, le DNS, c'est ce qu'on appelle un annuaire, tout simplement. C'est une sorte de gros annuaire d'Internet pour savoir justement comment faire la conversion entre ces adresses symboliques et ces adresses IP. Alors, il est évident que tout le monde ne va pas conserver justement l'intégralité de l'annuaire, puisque l'annuaire étant beaucoup trop gros. En réalité, ce que va contenir chacune des machines et comment fonctionne le système DNS, en fait, il y a quelqu'un. Il faut imaginer l'administration centrale française. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Alors, la seule différence, c'est que ça fonctionne très bien, contrairement à l'administration centrale, on va dire. Mais en gros, qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez vous cherchez un bureau particulier. Qu'est-ce que vous faites? Vous pointez à l'accueil. Donc vous arrivez à l'accueil. À l'accueil, on va vous dire « Ah, vous cherchez tel truc et tout. » Écoutez, moi je ne sais pas où c'est, mais en tout cas, je sais que faut aller à tel endroit. Donc vous allez vous demander à tel bureau, tel endroit, tel étage, etc. Eux, ils pourront vous donner la réponse. Ok, donc vous arrivez à ce bureau-là, à tel étage, mettons 3e étage, bureau 103. Vous arrivez, bonjour, je cherche un tel. On va vous dire, ah ok, alors vous cherchez un tel. Alors oui, alors je ne sais pas où exactement c'est, mais maintenant vous allez aller à tel service. Et voilà, je ne sais pas quel est le bureau, à quel endroit, mais c'est dans tel service, donc vous allez à tel endroit, tel étage, etc. Vous allez donc aller à tel étage et dans le service en question, et là on vous dit, ah vous cherchez un tel. Et c'est le bureau numéro j'en sais rien, 37 au fond à gauche du couloir. Voilà. Et le DNS fonctionne exactement de la même manière et est intimement lié justement à ces noms de domaines. Donc, en gros, il y a une partie du DNS, il y a une machine qui va jouer le rôle de l'accueil, qui dit si c'est .com, vous allez à tel endroit, si c'est .fr, vous allez à tel endroit, si c'est .org, vous allez demander à telle adresse IP. Ok. Ensuite, Microsoft, évidemment, vous allez... Alors, en fait, là, je caricature, il faudrait avoir un nom de domaine un petit peu plus long. Education.gouv.fr, d'ailleurs, c'est un peu plus intéressant. Donc, d'abord, j'ai .fr, je vais aller demander à une machine, une adresse IP particulière qui va me dire « Ah, tu veux aller à tel endroit ?» il faut que tu demandes à telle adresse IP. Donc on va demander à telle adresse IP, lui il connaît justement tout ce qui est en .gouv.fr, donc il sait exactement cette chose-là. Et au fur et à mesure, je ne sais pas si vous avez compris là où je veux en venir, au fur et à mesure, la conversion se fait en interrogeant en fait plusieurs machines. Voilà pour savoir comment fonctionne le DNS, parce que évidemment un DNS, tous les ordinateurs ne peuvent pas connaître l'intégralité de l'annuaire, vous en conviendrez. Donc il y a une fois de plus des protocoles à l'intérieur qui sont très précis, qui permettent justement de faire fonctionner cette conversion. Alors, j'en ai déjà parlé la dernière fois, mais donc ici j'en parle pour constater l'utilité d'un DNS. Donc l'objectif c'est d'utiliser un ping. Donc on ping justement alors soit une adresse symbolique de site internet, enfin de site web plutôt, soit on ping une adresse IP particulière. Donc, alors je vais remontrer la procédure. Donc là je suis sur Windows, donc dans ma recherche je vais chercher mon invite de commande. L'invite de commande, c'est l'équivalent de la console, si vous voulez, à l'intérieur de Spider, sauf que là, c'est la console à l'intérieur du système d'exploitation Windows. Alors, le ping est également valable sur Linux, c'est pas spécifique à Windows. Mais donc, si je vais tenter de pinguer, hop, voilà, google.fr. Donc, que fait justement ce ping? Eh ben, il envoie 4 paquets IP, donc un seul paquet de 32 octets. Et il nous... comment dire? Alors, vous notez que ici, maintenant, le problème du ping par rapport à ce que je racontais avant,
eh ben, je n'ai que les adresses en IPv6, hein. Bon, c'est pas très grave, mais c'est comme ça. Je crois qu'il y a comment dire, il y a une petite commande ici avec le ping pour connaître, avoir la même chose en IPv4. Alors, un DNS, c'est un protocole en fait, Adrien. C'est pas une machine particulière. On est d'accord ou pas? Ah, ok. Ok, Thomas, d'accord. Donc c'était vous, Redmi 8. Non, mais il me semblait bien que ça me disait quelque chose. Ok, alors, oui, alors, d'accord, dans ce cas-là. Alors, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, justement, avec mon histoire d'administration centrale, en fait, bon, voilà, c'est un petit peu, c'était très schématique. Il s'avère que c'est les grosses entreprises, justement, comme Google, qui sont accessibles. En fait, à l'intérieur d'un ordinateur, il y a quelques conversions qui se font directement. Et donc, en général, la première, enfin, comment dire, les sites qui jouent le rôle de l'accueil, c'est des gros sites, comme Google, justement. Donc, quand vous installez Windows, quand vous avez votre ordinateur, en fait, à l'intérieur, vous avez déjà la conversion qui se fait pour un certain nombre de très gros sites. Enfin, voilà, à l'intérieur du DNS de votre ordinateur. Et ensuite, après, bah, du coup, voilà. Donc, effectivement, 888, bah, tiens, on va tester juste après. La question, c'est comment vous savez que c'est le DNS. Voilà, donc ce que je voulais raconter, c'est qu'il y a une option en fait pour faire apparaître les adresses IPv4. Tiens, je vais tester la même chose que. Donc Adrien, effectivement, la question c'est comment vous savez. Bon, je suppose que vous êtes allé le chercher ailleurs. Tiens, et puis on peut essayer de pinguer. Alors, est-ce que je vais pouvoir le faire? Non, il va falloir que je ferme un Pronote. D'aller pinguer justement le serveur Pronote, mais il faut que je récupère l'adresse externe de Pronote. Alors, les résultats des pings sont un tout petit peu différents. Donc maintenant, vous avez alors la taille, évidemment, ensuite le temps d'acheminement. Et le TTL, je rappelle ici, donc 116, ici il n'y a pas eu de souci. Ça, c'est time to live, donc c'est tout simplement un entier qui va être décrémenté de 1 à chaque fois qu'il passe par un routeur. Et alors pourquoi on fait ce genre de choses-là? C'est tout simplement, alors c'est TCP qui s'occupe de ça, c'est pour qu'il n'y ait pas des fantômes, on va dire, sur Internet. Donc tous des paquets qui seraient envoyés, qui n'auraient pas trouvé de destination et qui continueraient à errer comme ça en prenant de la bande passante. L'objectif, c'est qu'à chaque fois, vous décrémentez de 1 et, et donc quand ça arrive à 0, le paquet est tout simplement détruit et comme ça évite de surcharger Internet. Et donc vous voyez, je crois que de mémoire, je ne sais plus si c'est 255 également, mais a priori le TTL au début commence à 255 et donc là ça veut dire que j'ai croisé quand même un certain nombre de routeurs entre les deux. Notez que tout à l'heure, je n'avais pas ce. Alors quand je ping une adresse IP directement, voilà, je n'ai pas tout à fait le même genre de résultat que quand je ping un site directement. Alors je voulais aller juste récupérer l'adresse IP de Pronote du lycée. Voilà, donc sur le client, nous, c'est comme ça qu'on se connecte. Au passage, vous voyez que ici, c'est le numéro du port par lequel justement le TCP va fonctionner. D'accord? Et puis là, ça c'est la désignation du serveur, on s'en fiche réellement. Donc vous n'utilisez pas le client, mais quand vous utilisez l'application, je crois, vous pouvez tout à fait en fait paramétrer votre connexion à Pronote via l'adresse IP et le port TCP. Tac, tac, tac. Hop. Ah, vous voyez, le premier paquet.
n'a pas été acheminé. Ah bah tiens, c'est surprenant. J'arrive pas à me piguer une pronote. Tiens, c'est quand même bien bizarre. Très bien, donc vous voyez que ici, ça veut dire que la machine est pas connectée directement. Et juste pour information, tiens, on va tester un autre truc. Donc 192.68.1.1, je rappelle ici, est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Quelle est l'adresse de cette machine? Enfin, c'est quoi l'adresse de cette machine? L'adresse IP de cette machine. Ah, je vais le lancer. Voilà, donc là, il n'y a pas eu de problème. Alors, c'est surprenant, du coup, tiens, pourquoi le TTL est à 64? Bon, on va voir. Ok, bon, voilà pour la petite démonstration. Vous pouvez tester et jouer sur n'importe quel ordinateur, justement, pour pinguer un certain nombre d'adresses. Donc voilà, là, j'ai mis à jour, effectivement, hein, blablabla, théoriquement. Alors, évidemment, vous voyez que ici, le temps, justement, de retour n'est pas nécessairement le même, hein. Donc là, il en a envoyé 4, il en a reçu que 3, il en a perdu 1. Et on a une durée approximative, justement, du temps d'acheminement des paquets. Donc ces 4 derniers nous indiquent que le serveur est blablabla. Bon, ça, j'ai expliqué, il n'y a pas eu de souci. Ok? Bon, voilà. Alors ensuite, la partie 8, en gros, c'est un petit résumé sur l'ensemble des notions vues dans ce chapitre. Alors, est-ce que vous avez des questions particulières par rapport à ce que j'ai expliqué? S'il n'y a pas de questions particulières, ben, j'arrêterai le cours là-dessus. Et donc je vais vous dire à jeudi. Où jeudi, justement, l'objectif du TP, c'est d'analyser des trames avec Wireshark. Wireshark, je vous avais montré. C'est quoi la bande passante exactement? Alors, ce qu'on appelle la bande passante, alors il y a plein de manières de voir les choses. Moi, je vais vous donner la version imagée, parce qu'après, on peut parler de physique, et la physique, c'est quand même moins mon domaine. Mais en gros, si vous voulez, quand vous avez des câbles, quand vous avez des réseaux, vous passez par des câbles. Les câbles, on peut voir ça comme une tuyauterie, exactement comme votre réseau d'eau à l'intérieur de votre maison. Je vais prendre des exemples un peu plus concrets, puisque en l'occurrence, voilà, pour ceux qui connaissent un peu, quand vous arrivez, les arrivées d'eau, en général, c'est des tuyaux qui sont en cuivre et qui sont de diamètre, comment dire, je sais pas, ça doit être du 1 cm ou 12 mm, j'en sais rien. Je vais donner les évacuations d'évier, etc. De base, c'est du 8 cm, je dirais, et alors que d'autres évacuations sont plus grosses, 10-11. Donc en fait, ce qu'on appelle la bande passante, c'est tout simplement le nombre de bits que je peux passer par seconde sur mon réseau, sur mon câble. Donc l'unité en général, c'est des bits par seconde. Alors en général, c'est pas des bits par seconde directement, c'est des mégabits par seconde. Vous voyez, nous, la fibre au lycée, on a une bande passante de 100 gigas en débit montant et en débit descendant. C'est-à-dire que, alors très souvent, quand vous êtes à la maison, vous avez beaucoup plus besoin de recevoir des paquets avec un gros débit plutôt que d'envoyer des paquets avec un gros débit. Donc en général, vous n'avez pas quelque chose de symétrique. Voilà, download et upload, si vous voulez, c'est pareil, ça c'est les mots anglais. Donc les débits sortants, justement, enfin voilà, c'est pas toujours symétrique. Donc au lycée, nous, on a du 100 gigas, justement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par seconde, on est capable de faire passer 100 gigaoctets.
On est d'accord, Alexis? En gros, c'est la capacité tout simplement de vos tuyaux à faire passer des données. Je vais imaginer, alors plus que des tuyaux d'eau, les trafics routiers sont très très intéressants de ce point de vue-là, parce que enfin, c'est très similaire justement à ce qui peut se passer à l'intérieur de réseaux. Bah, d'ailleurs, on parle d'un réseau routier, réseau autoroutier et compagnie, c'est pas pour rien, hein. C'est un réseau au sens vraiment formel du terme. Quand vous avez des passages, je vais prendre l'exemple de l'A6 par exemple, où vous avez 3 voies, 4 voies, etc. Et il y a un moment, dès que vous sortez de la région parisienne, en gros, vous passez à 2 voies. Et bien, si le débit, justement, est beaucoup trop important, s'il y a trop de voitures, ben, qu'est-ce qui se passe, Alexis, justement, à l'endroit où ça passe à 2 voies? Il y a la latence. Alors, la latence, oui, ça c'est dans un réseau, mais concrètement, sur le réseau routier, il y a ce qui s'appelle un gros bouchon. Et donc, bah, vous devez attendre voilà, le trafic est saturé, hein, que ce soit un trafic internet ou pas. Et bah, avant que toutes les voitures puissent passer, bah, va falloir patienter. Et bah, c'est exactement la même chose qui se passe en fait, hein, sur un réseau. Si vous saturez justement le réseau, bah, c'est ce qui s'est passé typiquement la semaine de distanciel, juste avant les vacances, où bah, tout le monde se connectait sur monlycée.net et du coup, bah, ça saturait le réseau de manière énorme. Et du coup, bah, en gros, vous pouvez rien faire, quoi. Vous arrivez à vous connecter, vous changez, vous cliquez à un autre endroit, hop, ça vous a. Enfin, vous pouvez plus rien faire, quoi. Voilà. Vous n'avez plus aucune fiabilité sur les protocoles et tout ça. Ok? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il ne faut pas hésiter à poser des questions, hein. Ok, bon, bah, s'il n'y a plus de questions, eh ben, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Et puis, je vous dis donc à jeudi. Merci, à jeudi. Alors, Ah, il est tout ça. mais c'est le même que la dernière fois, je crois.